sauvé la vie. Hein, ce qui m'a sauvé la vie, la médecine intégrative, après avoir vécu un voyage avec le cancer du côlon à travers avec une amputation digestive importante, eh bien, il m'a fallu trouver effectivement des solutions que ne m'apportait pas mon équipe médicale. Il m'a fallu aller en Inde, au Sri Lanka, très loin, pour aller chercher. Par exemple, vous voyez là, je suis revenue de 35 jours de cure ayurvédique, là récemment. Voilà, ça a été ça depuis 11 ans, 12 ans, pour pouvoir être là devant vous. Et dans ce parcours, je me suis rendu compte que j'avais beaucoup appris. Je me suis rendu compte également que mes expertises, parce que je suis ingénieur en informatique en télécommunication et cadre dirigeant quand le cancer est entré dans ma vie en 2004, et je me suis rendu compte que même après 30 ans d'expérience à de très haute position, exécutive dans des groupes internationaux, eh bien l'expertise que j'avais acquise et l'expérience de ce voyage avec le cancer dépassait de loin tout ce que j'avais pu avoir comme compétences. J'ai utilisé mes compétences d'avant, donc la gestion des risques, puisque quand on a des récidives, c'est un peu cela, mais j'en ai découvert beaucoup d'autres que je n'avais pas avant, comme la gestion de l'incertitude, qui est vraiment, je dirais, une compétence qu'on n'acquiert pas comme ça, on ne peut pas l'enseigner, il faut la vivre. Donc vraiment, pour moi, ça a été évident d'intégrer l'université des patients. Donc, je ne vais pas m'étendre beaucoup là-dessus parce que Catherine va en parler. Donc, je suis passée expert. J'ai voulu aller plus loin encore. J'ai fait un master 2 d'éducation thérapeutique du patient, donc ingénieur en éducation thérapeutique du patient. Et là, en 3e année de thèse. Pourquoi? Parce qu'il y a un sujet dont Catherine et Alain, donc mon co-directeur de thèse et ma directrice de thèse, donc mènent là-dessus. À faire émerger, c'est-à-dire comment les femmes qui ont eu un cancer et les impacts du cancer, comment est-ce que ça affecte leur vie intime et sexuelle, comment elles y font face, quelles sont les ressources qu'elles arrivent à trouver pour justement ce travail du patient en fait pour se réinventer éventuellement. En fait, vraiment, c'est ça mon sujet de thèse. Donc, je tenais à lancer en fait cette table ronde pour vous montrer aussi toutes les dimensions, mais on aura l'occasion d'entrer dans plus de détails. Hein. Je vais rester assez bref. Merci. Comme vous avez prévu. Merci Colette, merci Alain. Alors, je vais faire en 10 minutes. Moi, ce qui me passionne depuis l'âge de 16 ans, dans le féminisme, dans ma génération, c'est la modification des politiques publiques. Et donc, l'université des patients, elle s'inscrit dans la modification des politiques publiques, c'est-à-dire dans les politiques publiques, c'est à nous de les faire évoluer, aussi d'ailleurs, et comment mettre justement en général ce qu'on appelle en sociologie l'acteur faible en position de force. C'est-à-dire comment renverser. Donc l'université des patients 2010, mais c'est toute une histoire, puisque je viens d'aller contre le sida, donc j'avais vu, de mes yeux vus, l'expertise des patients, puisque c'est eux qui conduisaient et qui conseillaient les politiques publiques de prévention. C'est eux qui faisaient avancer la lutte, c'est eux qui ont fait avancer les essais thérapeutiques, c'est eux qui ont fait avancer donc, la mise sur le marché des thérapeutiques. Donc, ayant vécu et étant là, parce que moi j'étais à la fois ce qu'on appelle des chercheurs engagés, c'est-à-dire c'est des chercheurs qui s'impliquent, qui vont sur le terrain et qui essayent de théoriser à partir de ce qui se passe, et non pas prendre des théories et essayer de les appliquer sur le terrain. C'est un mouvement inverse. Donc j'avais vu leurs compétences et mon souci, surtout quand il y a eu l'arrivée des trithérapies en 1996, on était sur le terrain depuis 1983-84, et bien c'était finalement à quoi ça pourrait servir, ce qui s'est passé. Puis c'était aussi l'écoute, on va envoyer un message, à quoi ça pourrait servir, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il faut changer, tous les messages, etc. Et donc j'ai eu l'idée en tant qu'universitaire de faire bouger l'université et de dire
Dans une faculté de médecine, on forme des médecins, et si, alors on diplôme, et si on diplômait aussi les patients. Donc 2010, l'université des patients. Donc l'université des patients, ça consiste donc à accueillir des patients qui désirent transformer leur expérience en expertise au service de la collectivité. On est tous d'accord ici, pour les politiques publiques, l'État, etc., pour dire que l'amélioration du système de santé ne se fera pas si on ne fait pas monter à bord les usagers du système de santé. Et on a toutes les lois pour ça. On a les dispositifs législatifs. On a 2008, hôpital santé territoire. On a 2016, modernisation du système de santé. On a mon plan 2022. On a la loi 2002. On a des dispositifs législatifs. Ce qu'il faut, c'est juste les faire fonctionner. Donc moi, ce qui me passionne, je suis un peu une bête politique, c'est le faire. C'est-à-dire de dire, ce n'est pas opposable. Vous voyez, on peut faire ceci, on peut faire cela. Rien ne s'oppose à prendre un patient expert en test. Je l'ai fait dès 2012. Vous voyez, c'est-à-dire c'est de regarder, en fait, tout à l'heure, il y a quelqu'un qui parlait d'espoir avec une autre, peut-être, sémiologie. Il y a aussi une sémiologie politique de l'espoir. C'est-à-dire que les institutions, ce sont nous. C'est nous qui pouvons faire fonctionner les institutions. La démocratie, c'est nous. Et d'ailleurs, cette démocratie, non seulement il faut la faire fonctionner, mais il faut la protéger. Bonjour à tous, donc Julie Partout, je suis professeure associée en marketing dans une école de commerce, Paris School of Business, qui a donc monté, nous avons donc monté il y a 2-3 ans une nouvelle chaire, qui est la chaire Living Health à PSB, qui est donc partenaire de l'Institut Raphaël. Alors cette chaire aujourd'hui elle est composée d'enseignants-chercheurs en marketing et en stratégie, et son positionnement c'est justement donc de travailler sur la notion d'expérience patient. Donc notre idée, c'est vraiment de mieux comprendre ce qu'est l'expérience patient et d'essayer de l'optimiser. Alors, pourquoi des chercheurs en marketing pour ça? Parce que l'idée de départ, c'était vraiment d'établir un glissement de l'expérience client vers l'expérience patient, puisqu'on sait étudier en marketing le client. Notre idée, c'était vraiment de mettre à profit toute notre expertise, entre guillemets, en tout cas toutes les méthodologies qu'on mobilise en marketing, méthodologie qualitative, quantitative, pour comprendre le client, utiliser ces méthodologies-là pour mieux comprendre le patient. Et donc pas seulement le patient, parce que l'expérience patient, pour nous, on a repris un peu la définition du Berry Institute, qui définit l'expérience patient comme étant l'ensemble des interactions entre les différentes parties prenantes. Donc on a le triptyque patient, soignant, aidant. Donc l'idée, c'est vraiment de mieux comprendre le patient, le soignant et l'aidant, quels sont leurs besoins, leurs attentes, leurs motivations, leurs freins, leurs comportements, pour essayer d'optimiser leurs interactions entre ces trois parties prenantes. Donc vraiment, notre idée, c'est d'aller au-delà de la simple prestation de service en santé, comme ce qu'on voit pour l'expérience client. Mais là, l'idée, c'est vraiment d'aller au-delà de la simple prestation de service pour avoir une approche plus centrée sur l'humain, sur l'individu, et intégrer notamment les éléments liés au relationnel entre les trois parties prenantes. Et voilà, donc on met en place tout un tas d'études qualitatives, quantitatives, notamment à l'Institut Raphaël, en oncologie, pour essayer de travailler sur la qualité de ces interactions, d'une part, et d'autre part également sur leurs conséquences. Quand je parle de conséquences, je pense notamment à ce que ces interactions sont capables d'augmenter la résilience, de renforcer la résilience du patient, de lui donner de nouvelles ressources, plus de courage, plus d'optimisme. Donc on va travailler non seulement sur la qualité de ces interactions, mais également sur leurs conséquences. Voilà. Merci. Bonjour à tous. Donc, je suis Christine, la fondatrice du réseau Alliés Santé. Alliés Santé a notamment pour mission de rassembler et de porter la voix des patients et des citoyens qui aspirent à une autre façon de se soigner en faisant la promotion de la médecine intégrative et de la santé globale. À la création en fait, de ce réseau, avant de créer ce réseau, en fait, on a regardé un petit peu ce qui existait en France. Il existe une multitude d'associations de patients, mais qui pour la plupart sont organisées par pathologie.
Et donc la proposition que nous faisons nous, c'est de rassembler des patients et des citoyens, quelles que soient les pathologies, plus pour parler d'un art de prendre soin de manière générale. Donc on a entrepris notamment de travailler à la sensibilisation et donc de faire un film sur la médecine intégrative pour promouvoir cette vision-là. Donc ça nous permet de donner la parole à des patients qui ont des expériences intégratives, alors comme on l'a cité aujourd'hui, dans la douleur et en cancérologie, mais aussi en maternité, en EHPAD, dans tous les secteurs en fait, et quel que soit l'âge de la vie. Pour nous, ça c'est vraiment important de montrer que ça ne se cantonne pas à certains secteurs, peut-être qui ont ouvert la voie, mais qu'aujourd'hui on le trouve un peu partout. Donc ça c'est un premier outil de plaidoyer en fait, qu'on est en train de faire. Et puis il y a plein d'autres exemples d'actions qu'on essaye de mener sur le terrain. Donc en étant originaire, le lieu d'Allier Santé étant le Val d'Oise, on a commencé avec un collectif citoyen local à proposer la première manifestation. Et le principe c'est de dire que le patient en fait est à la charnière entre ces deux univers conventionnels et autres praticiens qui ont un peu de mal à se parler, à travailler ensemble. Et le patient peut servir de trait d'union. La première patiente qui a témoigné d'ailleurs l'a très bien dit, elle s'est constituée un réseau à la fois de professionnels conventionnels et de praticiens. Et donc en fait, on a commencé les réunions en disant les patients invitent leurs professionnels à venir se rencontrer. Et le week-end dernier, on a organisé une première manifestation où les patients ont demandé à leurs professionnels en fait, de leur parler au grand public de ce que c'était de la médecine intégrative. Donc, voilà, on fait le pari que le patient peut contribuer à décloisonner et à créer du lien sur le territoire. Merci beaucoup. Moi, je voudrais donner la parole à la salle et vous remercier parce que c'est 4 mondes qui s'entrecroisent. On a vraiment besoin de ça pour transformer la santé. Alors, on va prendre des questions, des réflexions. Merci beaucoup, c'était très intéressant. J'avais une question à vous toutes, peut-être plus particulièrement Madame Tourette-Turgis, sur le lien entre les patients experts et les représentants des usagers qui sont obligatoires dans les établissements hospitaliers. Et moi qui travaille dans la douleur, je suis présidente du CLUD central de la PHP. Et vraiment, je voudrais intégrer les représentants des usagers qui sont. Il y a un représentant dans le bureau, mais en fait, c'est vraiment très difficile de les mobiliser dans les hôpitaux, de les joindre, et il y a une organisation qui me semble les étouffer. Il y a une douzaine de directeurs différents qui les gèrent, et je voulais savoir quel lien vous pouvez créer entre ces représentants qui ne sont pas forcément des patients, mais tout le monde est un patient potentiel, et les patients externes. C'est une question qui nous est souvent posée, à tel point qu'on a un séminaire dans la webinaire le 29, je crois que c'est vendredi prochain, sur ce qu'on appelle les différentes typologies de patients, parce qu'on s'y retrouve pas. Les soignants, en tout cas, le plus souvent, s'y retrouvent pas. Patient expert, la loi 2008, patient intervenant en éducation thérapeutique, donc on voit que c'est faire monter à bord des patients et des associations pour co-animer des ateliers d'éducation thérapeutique. Et même dans le texte de la recommandation officielle, on ne peut pas faire agréer un programme d'éducation thérapeutique si les patients concernés ou les associations de patients. RU, donc c'est le représentant des usagers, donc ils ont un rôle absolument important dans les politiques d'établissement, dans la gouvernance des établissements, dans le recueil des plaintes, etc. Donc ils sont essentiels. Il y a patients partenaires. Les patients partenaires, donc, ce sont des patients qui sont formés au partenariat, donc patients soignants, patients avec une sensibilisation des soignants, et eux, ils interviennent directement dans les services et ils sont recrutés comme des membres à part entière de l'équipe. Il y a les patients chercheurs, c'est-à-dire des patients donc, qui intègrent les grandes institutions de recherche, type INSERM et autres,
et qui font partie donc des recherches, mais pas seulement pour les valider, qui font partie depuis la conception de la recherche comme membres à part entière du groupe de recherche, etc. C'est-à-dire qu'en fait, donc, il y a des patients, évidemment, tout mouvement père aidant en santé mentale. Donc les pères médiateurs de santé sont formés et diplômés donc à Paris 8, Paris 13 maintenant, et ils sont embauchés dans les hôpitaux de santé mentale, de services de santé mentale, de psychiatrie. C'est à l'infini, c'est un mouvement. Et ce qu'il faut rappeler, c'est que le mouvement des patients, ça a commencé avec Alcooliques Anonymes, c'est-à-dire où des patients se sont aperçus que s'ils travaillaient entre eux, ils pouvaient participer à leur propre rétablissement. C'est le père aidant en santé mentale. On s'est aperçu que si un patient qui s'en était sorti, eh bien, c'était lui qui allait prescrire l'espoir, parce que c'est pour ça que s'il s'en était sorti, du coup, les autres patients disaient, mais moi aussi je peux m'en sortir. Il y a les mouvements de support en addiction. Enfin bon, je suis en train d'écrire toute l'histoire comme ça, la contribution des patients à l'amélioration du système de santé, à sa transformation, voire avec des disruptions. C'est énorme. C'est énorme. C'est-à-dire, donc oui, vous posez exactement la bonne question, et on est même en train de penser maintenant les VAE patients, etc. Donc le 29 septembre, on a un webinaire avec FIMARAD sur ces questions-là, et toute la journée, on va présenter toutes les typologies d'intervention de patients. Parce qu'on peut aussi être patient expert ou patient expert salarié, comme ce qu'on a monté dans un travail chez Sanofi, où c'est une patiente responsable de la RSE qui a monté donc une antenne dans un travail. On en a dans la police, etc. Enfin, partout, en fait, dans la cité. C'est-à-dire que ce n'est pas seulement des patients au service du système de santé, c'est des patients qui font monter une politique de la vulnérabilité, une reconnaissance de l'expertise patient, et qui font bouger les lignes, parce qu'on pourrait ajouter aussi le handicap, etc., et les aidants. Et les aidants. Quand on dit patient englobe proche et aidant. Donc c'est aidant. Comment s'inscrire au webinaire? Comment Pour le webinaire, c'est ouvert? Oui, c'est ouvert. Alors, il y a un site internet, ou sinon on communiquera par mail. Oui, sinon tu donnes moi SMS, je vais t'envoyer chacun. On va trouver une façon plus sympa, parce que c'est pas le peine de nous demander. Vu que c'est intéressant, tu as rencontré de sites. Il faut que j'ai une liste. Si tu m'envoies une liste, je m'envoie. Ça va, ok, on va voir. Par rapport à cette multitude de typologies de patients et de personnes, peut-être témoigner d'une initiative de la conférence territoriale de santé 37 qui entreprend en fait et plus largement sur la région Centre-Val-de-Loire de faire un recensement déjà pour savoir où sont ces personnes-là et comment on pourra les mobiliser notamment dans le cadre des études de médecine et agriculture. Et sur la vulnérabilité, je pose une question à Judith, puisque tout l'intérêt d'avoir intégré l'équipe en marketing, je peux en parler des heures, et sur la vulnérabilité, en quoi ça t'intéresse par exemple? Elle passe son HDR là-dessus, de moi. Il est initié. Non, alors c'est vrai qu'en marketing, la recherche est très très riche sur ce qu'on appelle le consommateur vulnérable. Alors quand on parle du consommateur vulnérable, on pense, alors c'est une sorte de catégorisation presque un peu fourre-tout parfois, dans laquelle on retrouve notamment les seniors, voilà, les personnes handicapées évidemment, les personnes en situation de précarité également. Et donc il y a un grand débat aussi dans la littérature en marketing sur lequel la question c'est est-ce qu'on doit parler du consommateur vulnérable, est-ce qu'on doit parler de la vulnérabilité ou est-ce qu'on doit parler des vulnérabilités. Donc voilà, moi je considère que la vulnérabilité c'est pas une catégorie, on va pas mettre un individu dans une catégorie parce qu'on va le considérer a priori comme étant vulnérable. La vulnérabilité c'est vraiment un état, un ressenti. Donc une personne même qui n'est pas malade ou qui n'est pas handicapée peut très bien se sentir comme étant une personne vulnérable. C'est vrai que moi, au départ de ma recherche en marketing, c'est vraiment cet aspect-là qui m'a intéressée. Donc voilà, j'ai étudié toutes sortes de vulnérabilités
potentiels, mais sans jamais catégoriser les individus comme appartenant a priori à une catégorie vulnérable. Voilà. Donc c'est ça qui m'intéresse en particulier. D'ailleurs, je me retrouve dans la santé à travers les patients, puisque comme je suis régulièrement en contact avec des patients, c'est une recherche qui pour moi est extrêmement riche, évidemment, qui m'apprend énormément, et à travers cette recherche, je vois également que cette notion de vulnérabilité, elle est très subjective, elle est très différente d'un patient à un autre, et je retrouve cette idée de ressenti, d'être une personne vulnérable ou non, et non pas cette catégorisation a priori. Donc tout le monde aura compris pourquoi les enseignements en santé intégrative ont intégré Judith à la vulnérabilité, et finalement des chercheurs en marketing, parce que quand on discute avec nos établissements de santé, mais qu'est-ce que vous faites avec des chercheurs en marketing? En fait, on est en train de changer notre regard. Le choix vulnérable, Gérald Lévinas, qui nous anime ensemble. Donc en fait, c'est vraiment très important. Là, on est en train de passer en revue différents mondes et on voit que chacun d'entre eux ferait l'objet d'une thématique spécifique. Donc, on va restructurer les enseignements. On va le faire avec vous tous et on vous demandera de remplir les questionnaires satisfaction avec suggestions. C'est très important pour nous. Colette, c'est important que tu puisses t'exprimer parce que tu es quand même le symbole et l'incarnation de l'énergie qu'on peut avoir dans nos systèmes de santé grâce aux patients, à leur expertise, avec ce recul que tu peux avoir et la méthode que tu emploies. Donc j'aimerais bien, je ne veux pas te poser de questions, mais que tu interviennes sur tout ce qui a été dit. Oui, en fait, pour faire le lien par rapport à la session précédente, où on parlait de cet aspect politique, en fait, de cette médecine intégrative, très clairement, pour faire le lien entre mon activité professionnelle d'avant qui était dans l'industrie et tout cela, il faut un business case, tout simplement. Il faut montrer le retour sur investissement. Si je prends mon cas personnel, je ne me serais pas battue comme je me suis battue pour passer de la survie à la vie en trouvant des partenaires, enfin ce que j'appelle des partenaires, c'est-à-dire la médecine complémentaire, partir faire des cures ayurvédiques, chercher vraiment toutes les solutions qui pouvaient m'aider à me remettre debout. Je ne travaillerais pas, je ne serais certainement plus de ce monde parce que c'était juste impossible. Pour vous dire en 2 mots, je resterais à la maison assise sur les toilettes. C'est clair et net. C'était ça ma vie. D'accord? Donc je vois beaucoup trop de patients qui ne travaillent plus, qui sont dans une précarité à n'en plus finir. Donc pour moi, le business case, le retour sur investissement, si on parle de marketing, etc., on peut le construire, on peut le démontrer. Et des femmes de plus en plus jeunes, sur mon réseau cancer colorectal, nous avons des femmes de 25 ans qui ont un cancer du côlon ou du rectum en phase métastatique. Des femmes comme des hommes, donc de plus en plus jeunes. Donc franchement, voilà, j'ai envie de dire que cette médecine intégrative, elle est essentielle pour remettre debout des personnes qui, sans cela, ne pourraient pas je dirais, avancer. Et donc, patient expert, je dirais que c'est une suite logique en fait, parce qu'on se rend compte à quel point on a appris des choses, parce que le voyage que l'on fait au fond de soi-même part dans des zones tellement inexplorées, qui n'auraient jamais été explorées autrement, et donc c'est toute cette quintessence, je dirais, d'expérience, de connaissance que l'on peut mettre à disposition et pour aider les autres et se grandir soi-même. Voilà. Merci beaucoup.